suis pas au courant, mais j'imagine quand même que quand un député se déplace, il dit qu'il va aller voir sa famille, vous n'allez pas le suivre pour savoir dans quel pays du Schengen il se trouve, ou dans quel pays de l'Afrique il a fait escale, ou je ne sais où ailleurs. Écoutez, qui peut penser une seule seconde que cet événement-là n'a pu être connu des services spéciaux congolais? Qui peut imaginer une seule seconde? C'est à croire qu'ils ont peut-être boutiqué cette affaire, ils ont laissé faire, si je veux dire. Allez-y, nous savons où vous allez. S'ils ont des bons services spéciaux, ils doivent savoir. Et s'ils savent, et s'ils savaient, donc c'est un beau rôle qui se donne. Allez-y, après nous attendrons comment exploiter votre déplacement. Sinon, ou ils ont des bons services spéciaux, ils le savaient, ou ils n'en ont pas, alors c'est à désespérer. Alors j'ai entendu F. Bazaïba, ou plutôt j'ai lu F. Bazaïba sur Facebook dire que les services de renseignement se sont plantés. Bon, je voulais un peu réagir par rapport à ce qu'a dit mon compatriote, l'honorable Jolene Makulele. Il dit qu'un député il peut se déplacer à tout moment pour une raison ou une autre, pour un pays de Schengen, pour aller voir sa famille, même pendant la session. N'oubliez pas, ici, nous parlons devant les caméras de Biwan. Nous sommes suivis à travers la République, nous sommes suivis à travers le monde. Aujourd'hui, honorable, vous voulez me dire que ces députés-là, qui sont payés pour une production législative, pour être à l'hémicycle et contribuer au bon fonctionnement des institutions, peuvent à tout moment se déplacer sans avoir les autorisations. Donc, en d'autres termes, nous sommes en train ici de faire l'apologie de l'anarchie. Donc, c'est pas normal. Pendant les vacances, c'est normal qu'on peut aller là où on veut. Okay. Alors, sur les réactions, Eva Zaïba, pour elle, les services de renseignement se sont complètement plantés en interprétant mal cette réunion de Dakar et en induisant tout un gouvernement dans des erreurs d'appréciation. Bon, je ne sais pas si elle parle de services de renseignement de l'opposition. Bon, je ne sais pas pourquoi je dois commenter. Les services de renseignement, lesquels? Est-ce que les services de renseignement se sont prononcés quant à cela? Je pense qu'on doit arrêter quand même de saboter les services de renseignement dans notre pays. Il ne faudra pas qu'on se déplace et pour se faire important, pour qu'on parle si vous voulez qu'on parle de vous, vous commencez à tirer à boulet rouge sur les services, vous commencez à tirer à boulet rouge sur les autorités qui nous disent, sinon que Madame l'honorable F. Bazaïba nous dise que telle personne qui fait partie de tel service de renseignement a dit cela, a dit ceci, ou bien a fait quoi, et à ces moments-là, nous allons nous prononcer. Si ce sont les services de renseignement de l'opposition, je ne vois pas pourquoi moi je dois me prononcer. Parce qu'on a vu toute une campagne justement de communication contre cette réunion de Dakar, conspiration contre la République, endoctrinement. Donc la campagne faite par les services de renseignement? Non, mais c'était une sorte de machine mise en place par le régime justement pour dire, voilà, à Dakar, il y a un complot contre la RDC. Et vous avez des preuves que le service des renseignements a fait un complot ou bien fait des réunions pour dire que nous devons nous mobiliser contre ce qui s'est passé au Sénégal? Je pense qu'on doit éviter de jouer le jeu de l'opposition. L'opposition est en train aujourd'hui de spéculer et nous qui sommes responsables politiques, on n'a pas intérêt à entrer dans le jeu de spéculation ou bien des rumeurs. Alors, sur cette réunion de Dakar, justement, le délégué de la SENCO s'est retiré. Monsieur Makelele. Ce sont les informations que vous avez que j'ai pas. En tout cas, j'ai pas entendu parler, même dans les réseaux sociaux, j'ai compris qu'il était là jusqu'au bout, mais ça ne concerne que la SENCO. Pour revenir un peu à ce que M. Kadima disait tout à l'heure, en matière d'absentéisme, s'il vous plaît, il y a des gens qui devaient s'abstenir de donner des leçons. On a connu, depuis 2006 jusqu'en 2011, et jusqu'à la veille de 2011, des grands absents de cette Assemblée nationale que vous connaissez. Des grands Manitou de cette majorité que vous connaissez, qui ne venaient que quand il y avait des grands événements. Alors, en cette matière, s'il vous plaît, si vous voulez donner des leçons, donnez-vous à vous-même ces genres de leçons. Et pour le reste, je rappelle quand même que c'est une campagne d'intox terrible qu'ils sont en train de mener, jusqu'y compris dans le discours du président, je le dis, sans embâche, pour montrer à la face du monde que ceux qui aiment le Congo, c'est eux, et ceux qui n'aiment pas le Congo, c'est les autres, c'est-à-dire c'est nous. C'est-à-dire, nous qui voulons que les changements arrivent, nous n'aimons pas le Congo. D'ailleurs, il y a une phrase, on va peut-être y arriver, dans le discours du président, c'est comme si les patriotes, c'est eux, les autres, ceux qui ne veulent pas aller au dialogue. Mais enfin, ça, c'est une autre paire de... Alors, ce qu'il y a, c'est que vous refusez d'aller au dialogue entre Congolais, mais vous rendez sur l'île de Gorée à Dakar, justement. C'est ce qu'il fustige. Non, madame, mais écoutez, est-ce que vous pouvez... Ce sont des événements de même nature? Non, pas du tout. À Dakar, personne n'a osé transgresser ou eu l'idée de transgresser une disposition constitutionnelle quelconque. Et c'est pas le sujet là-bas. Et par contre, au Congo,
quand on voit les gens, les signes sont là, clairs. On a vu, ici il faut que j'entre directement dans le vif du sujet. Nous, ce que nous craignons, c'est quoi? Nous savons que c'est un dialogue piège, c'est-à-dire tout a été boutiqué de manière telle qu'on finisse par ce dialogue en vue d'enjamber le fameux glissement. On a commencé par ne pas donner l'argent à la CENI. Depuis 2012 qu'on savait que ce cycle électoral devait exister, en 2015-2016, la nation, le peuple congolais à travers ses représentants a autorisé le gouvernement à prélever sur son budget à peu près 250 millions de dollars chaque année, 2012, 2013, 2014, et en fin de compte, c'est pas moi qui le dis, c'est la CENI qui renvoie M. Bahati à ses études, la CENI n'a obtenu que 20%. 20% sur un processus. Ça veut dire quoi? Vous ne voulez pas que ces élections soient organisées. Et si on ajoute à cela tous les processus que vous avez eus, le livre de Bochab sur l'inanition de la vie de la nation, quand vous venez au processus de concertation, le changement des constitutions par Machala, vous venez avec le recensement made in majorité, vous venez avec la loi électorale, tout ça, et puis vous compliquez le tout avec les découpages et les conseils, les commissaires spéciaux. Madame, tout est là, les ingrédients sont réunis pour que vous fassiez un glissement. Alors, ils nous amènent pour venir vivre, partager leur turpitude. Ils n'ont pas géré, ils n'ont cessé de clamer les indices macroéconomiques tels la cigale pendant tout l'été, et puis ils se sont trouvés fort dépourvus quand le calendrier électoral fut sorti. Et voilà maintenant qu'ils se disent non, nous ne savons pas gérer. En réalité, c'est ça. Parce que nous n'avons même pas 2 millions pour organiser l'élection du gouvernement. 2 millions, on n'en a pas. On nous promet dans notre temps des occasions d'Europe volantes pour 2016, encore 4 qu'on va ajouter. Mais donc nous disons, c'est un dialogue piège parce que, d'abord, c'est inopportun. Quand on l'avait demandé, il n'avait pas voulu. Deuxièmement, les visées sont là. Et troisièmement, pourquoi faire, madame? Parce que tous ces sujets, et eux-mêmes, ils ont commencé à changer d'avis. J'ai lu le communiqué de l'ambassadeur à Tundu où il disait non, le dialogue, ce ne sera pas pour empiéter sur les prérogatives de la CENI. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Puisque l'article 211 de la Constitution, de même que l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, donne ces prérogatives-là en rapport avec le fichier, les calendriers, l'enrôlement de jeunes, tout ça à la CENI et à la CENI seule. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La sécurisation? Mais sécurisez vous-même, vous avez le pouvoir, vous avez comme l'impérium, si je veux dire, sécurisé. Ce n'est pas de notre faute s'il y a Béni, il y a encore des morts, ou s'il y a encore des Koulouna ici à Kinshasa, sécurisé. Et puis, pour le reste, ceux qui font des troubles, quand il y a, ce sont des Koulouna. Vous avez vu un seul manifestant de l'opposition faire ce genre de troubles? Donc bref, madame, le dialogue en question, c'est un dialogue piège. Ils veulent qu'on les aide à partager cette responsabilité de l'échec, de la gestion du processus, et par conséquent, enjamber au-delà de 2016, de décembre 2016. Monsieur Kadima. Oui, je vais dire ici à l'honorable Le régime a besoin de béquilles, je cite encore une fois, F. Bazaïba. Je vais dire à l'honorable Jolino Makelele qu'il est important de tirer, sinon de copier ce qui est de bon dans la majorité. S'il y avait eu des gens, quelques 2-3 personnes qui ont brillé par l'absentéisme au niveau du Parlement, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Mais il faut suivre quand même l'exemple de la majorité dans la majorité qui est ponctuelle au niveau du Parlement. Pour revenir au dialogue, madame, je me rappelle qu'il y a pratiquement 2 ans ou 1 année et demie, sur le même plateau avec vous, j'étais en face de l'honorable Jolino Makelele, juste à la veille, sinon après la concertation nationale. M. Jolino Makelele était en train de défendre mordicus un dialogue et il fustigeait les concertations nationales. Et je me rappelle encore avoir débattu avec M. Jolino Makelele autour du calendrier partiel qui a été publié par la CENI. Monsieur Jolino Makelele, nous devons être cohérents vis-à-vis de la population, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des générations futures qui vont nous lire parce que nous sommes en train d'écrire ensemble, opposition, majorité, société civile, l'histoire de notre pays. La CENI, madame, il y a 2 ans, pratiquement, plus de 2 ans, si je ne m'abuse pas, si ma mémoire ne me trompe pas, ne me trahit pas, que la CENI avait publié un calendrier partiel. Ce sont nos compatriotes de l'opposition, n'oubliez pas, ce sont nos compatriotes de l'opposition qui ont sorti déjà les mots glissement il y a 2 ans. Pour dire que le calendrier partiel, c'est un calendrier qui a été conçu pour programmer les glissements. Et l'opposition a fait pression sur la CENI
L'opposition a fait pression dans les ambassades. L'opposition a fait pression. On a vu nos opposants prendre des avions, faire pression sur la CENI. Et la CENI a tout fait pour publier un calendrier global. Et la même opposition a estimé encore, après avoir réclamé des calendriers globaux, que c'était un calendrier qui était étouffant, qui était indigestif. Alors, face à cela, il y a l'opposition dite radicale. L'UDPS, l'UNC, avait fustigé les concertations nationales. Et cette opposition exigeait un véritable dialogue pour que nous puissions nous parler des questions électorales. Le président de la République, le garant de la nation, il est président de plus de 70 millions de Congolais. Il écoute tout le monde. Après l'organisation des concertations nationales, il a voulu écouter tout le monde. Il a initié les consultations nationales. Il a écouté toutes les forces politiques de l'opposition de la majorité, ainsi que les personnalités de la société civile, la jeunesse, les confessions religieuses, même les autorités traditionnelles. Et tout le monde a proposé un dialogue franc pour que nous puissions avoir un même entendement du processus électoral et voir la réalité en face, regarder ce qui peut être fait au regard des contraintes actuelles dans l'organisation des élections. Et aujourd'hui, nous considérons que la même opposition qui avait voulu un calendrier global et s'est opposée contre le calendrier global proposé par la CNU, la même opposition qui a demandé les dialogues, malheureusement qu'elle est aujourd'hui divisée, il y a quand même une grande partie de l'opposition qui a accepté les dialogues parce qu'elle a compris que les dialogues, c'est la voie royale pour régler nos différends et on ne peut jamais résoudre nos problèmes en dehors du pays. Ces problèmes doivent être résolus ici parce que c'est un procès électoral qui concerne les Congolais. Alors, pas ça nous concerne. Il y a nos compatriotes qui pensent que si nous partons aux élections, elles ne sauront plus vivre parce qu'elles vivent sous la perfusion de la communauté internationale. Elles vivent sous la perfusion de certaines personnalités internationales. Alors, elles estiment que faire la volonté de la communauté internationale, elle continuera à avoir des subventions, à avoir des moyens de financement. Et ici, nous devons souligner que les plus grands bénéficiaires de ce que nous devons faire, nous acteurs politiques, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la majorité, ça doit être dans l'intérêt de la population. Aujourd'hui, que veut le peuple? Le peuple ne veut plus que les sangs coulent. L'histoire récente de l'Afrique a démontré que partout où il y a eu des violences post-électorales, partout où il y a des turbulences, ces pays ces pays sont arrivés à harmoniser leurs points de vue autour du dialogue. Alors ici, il est question que nous puissions harmoniser les points de vue avant l'organisation des élections pour éviter que nous puissions aller au dialogue après avoir perdu plus de des milliers de Congolais. Alors il est impératif que nous puissions dialoguer. Et là, je suis en train d'interpeller nos compatriotes de l'opposition, notamment de l'UNC et quelques compatriotes qui ne veulent pas encore du dialogue, d'accepter de venir au dialogue pour que nous puissions nous dire des vérités. Ne pas accepter le dialogue, ça prouve qu'il y a divergence. Et parce qu'il y a des divergences, nous devons aller au dialogue pour avoir un entendement commun de ce que nous devons faire dans un futur proche. Alors, sur cette même lancée, discours sur l'état de la nation, Monsieur Makelele, à qui Joseph Kabila fait-il référence quand il fustige ceux qui s'inscrivent, dit-il, dans une posture négativiste? Écoutez, moi, le discours du président de la République m'a laissé sur ma faim et a occasionné pas mal de déceptions chez les Congolais. On attendait, et c'était vraiment l'événement, on attendait que le président de la République dise une fois pour toutes, parce que normalement c'est son dernier discours sur l'état de la nation, on l'attendait à ce qu'il dise ceci, plus ou moins. Moi, Joseph Kabila, j'ai été élu président de la République, je vais terminer mes 2 mandats et je vais veiller à ce que le 20 décembre, je serre la main de mon successeur, faisant respecter ainsi la Constitution et le calendrier de la CENI qui a prévu l'élection du président de la République le 27 novembre 2016. Je ne serai donc pas candidat à ma propre succession, je ne vais pas aller donc je ne violerai et ne laisserai pas violer la Constitution. On attendait cette clarification qui n'est jamais venue. On nous dit, il n'a jamais dit qu'il violerait la Constitution. Ça, c'est encore de la bouillabaisse, madame. Parce que dans les faits, nous savons comment ça se passe. Pour que le président de la République puisse rester les bras croisés, il ne touche pas à une seule virgule la Constitution, mais en ne donnant pas l'argent à la CENI pour que celle-ci organise les élections.
la CENI serait dans l'incapacité d'organiser les élections. Et donc, lui, il sera peinard en disant, voilà, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait des élections, tout ça, mais la CENI, en réalité, c'est leur première responsabilité. Faire en sorte que la CENI ne puisse pas disposer des moyens pour que... Alors pour le reste, ce discours a été, je l'ai dit tout à l'heure, triste. Justement, et parmi ceux qui réclament le nettoyage du fichier électoral, il y a l'UNC et tant d'autres partis politiques. Le nettoyage du fichier électoral ne se fera pas en 2 jours, pas en 2 mois, pas en 4 mois. Ça prendra du temps et ça retardera le processus à coup sûr. C'est pas l'écoute que j'ai eue des propos de représentants de l'OIF, la commission spéciale dirigée par le général, je crois que ça doit être Sangaré, qui a fait un travail, qui sont des spécialistes, qui nous ont dit que tout cela, problème de doublons, problème de jeunes omis, problème de décédés, problème de jeunes majeurs, tout ça, en moins de 4 mois, on peut faire ça. Et si ils le disent, c'est qu'ils sont bien outillés. Alors, madame, imaginons ce dialogue-là. Je vous dis, moi, je suis quasiment un privilégié. Je vais me retrouver, moi, allez, prenons encore un autre privilégié, un ministre, prenons encore un autre privilégié, un magistrat, et nous allons nous retrouver avec nos compatriotes, c'est-à-dire notre frère, un chef coutumier. Ça peut être aussi ma maman, qui est membre d'une ONG, l'association des veuves, qui peut être retrouvée là-bas. Mon cousin qui est chauffeur taxi, dans l'association des chauffeurs taxi, membre d'une ONG, donc société civile, qui peut se retrouver là-bas. On va se retrouver, madame, pour parler de quoi ? Nous, tel que nous serons là avec nos qualités, nous allons parler des doublons, nous allons parler des décédés, nous allons parler de, comment dirais-je, des kits électoraux, nous allons parler de l'enrôlement des jeunes. Madame, quelqu'un de sérieux peut-il imaginer qu'un cénacle comme celui-là puisse aborder? Non. C'est clair que l'intention, je le martèle ici, l'intention de cette majorité qui est aux abois, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection dans les délais constitutionnels, okay, et que donc, voilà. Posture négativiste, à qui Joseph Kabila fait-il allusion quand il dit ça? Aux compatriotes qui promettent la mort aux autres compatriotes. Et c'est qui ça? Ce sont nos compatriotes de l'opposition, qui ne veulent pas qu'on puisse dialoguer. Madame, il est démontré aujourd'hui, je l'ai dit, vous allez m'excuser pour la redondance, que lorsque nous lisons l'histoire récente de l'Afrique, nous prenons partout où il y a eu la révolution du monde arabe, nous prenons la Côte d'Ivoire, nous prenons Centrafrique, nous prenons partout où il y a eu des violences post-électorales. La seule solution, c'était les dialogues, c'était les pourparlers. Et nous disons aujourd'hui, lorsque nous regardons la vérité en face, lorsque nous examinons les calendriers tels que proposés par la CENI, lorsque nous regardons tel que les choses se présentent, il est pratiquement impossible qu'on organise les élections sans nous dire des vérités avant. Des vérités, c'est quoi? Qu'est dit la Constitution? Qu'est dit la loi électorale? Qu'est dit la CENI dans son calendrier? Et la conjoncture politique aujourd'hui, les moyens d'organiser ces élections. Est-ce que nous sommes en mesure d'organiser des élections qui ne vont pas se solder par les violences? J'ai dit que c'est vrai ça. Parce qu'aujourd'hui, madame, j'ai suivi mes compatriotes de l'opposition dire que nous devons absolument respecter la Constitution. C'est que nous disons aussi dans la majorité. Le secrétaire général de la majorité l'a toujours dit. Le secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Mova, l'a toujours dit. Et nous souhaitons tous respecter la Constitution. Mais alors, voici ce qui se passe. La Constitution a ses exigences, parmi lesquelles ne pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas prévu. L'honorable Jolini Makelele dit qu'il voulait que le président de la République, devant les congrès, dise que je ne vais pas me présenter. Ça, ce n'est pas constitutionnel. La Constitution dispose que le président de la République se prononce une fois l'an pour faire l'état de la nation, et c'est ce qu'il a fait. Nos compatriotes de l'opposition estiment que nous devons organiser d'abord les élections présidentielles et le reste après. C'est légitime. C'est la liberté d'expression. Nous disons aussi à la majorité que nous devons respecter aussi la base. Nous devons commencer à organiser les élections de la base jusqu'au sommet. Ils doivent accepter que c'est légitime. Comment concilier les différentes approches? Comment concilier nos différents points de vue si on ne va pas au dialogue? Parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de débattre avec l'honorable Jolini Makelele, je préfère bien les citer parce que les autres ne sont pas sur le plateau. Il est là, je les prends en témoin. Ils ont demandé les calendriers globaux. À mon entendement, lorsqu'ils réclamaient les calendriers globaux, c'est-à-dire qu'il fallait récupérer les arriérés de 2006, de 2011,
et programmer les cycles électoraux de 2016. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les réalités en face, lorsqu'on regarde la façon dont les choses se présentent, les tableaux de bord, il est impossible de faire cela. Il se rebuffe. Qui dit que ce que l'opposition dit aujourd'hui, c'est la parole de l'évangile? Je ne dis pas non plus que ce que la majorité dit, c'est la parole de l'évangile. Alors, nous devons harmoniser nos vues. Parce que si on n'harmonise pas des vues et qu'on organise des élections qui vont se solder par les violences, qui seront pires que les violences qu'on a observées en 2011, que les violences qu'on a observées en 2006, je pense que nous finirons par aller au dialogue. Alors, parce que nous disons que il y a des nouveaux majeurs dans l'opposition, il y a des nouveaux majeurs dans la majorité, même dans la société civile. S'il y a des violences, tout le monde va perdre. Nous allons perdre nos compatriotes, nous allons perdre nos frères et sœurs. Alors nous disons, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous dire des vérités avant l'organisation des élections et nous devons le faire. Et je ne vois pas pourquoi nos compatriotes de l'opposition doivent rester dans leur posture négativiste. Conclusion, il faut des changements consensuels. Alors il y a cette petite phrase du président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Il y a eu des tas de petites phrases qui ont retenu l'attention et qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le salut ne viendra ni des Nations Unies ni de l'Orient ni de l'Occident, le salut viendra de nous-mêmes. Est-ce que par là Joseph Kabila rejette la médiation internationale, M. Makelele? Il y a encore une autre phrase en rapport avec le sang des Congolais que l'opposition promettrait, la sueur que l'opposition promettrait toujours en ne venant pas au dialogue. Non, madame, il faut quand même qu'on raison garder. Quand le sang qui peut être promis, mais est-ce que les opposants, ils ont des armes? Avec quelles armes? Avec les mains? Ils vont comment dirais-je, déchirer le pays, tirer sur tout ce qui bouge? C'est pas nous qui avons les armes. Il ne faut pas inverser les rôles. Quant à la sueur, madame, le peuple, le petit fonctionnaire, de police, les militaires, l'enseignant, l'enseignant de l'université, l'infirmier, tout ça, ils ont un front de nouveau baissé. Alors qu'il y a 2 ans, aux Nations Unies, on leur avait dit que le Congo était debout. Le Congo n'est plus debout du tout. Les indices l'attestent, mais ça c'est un autre problème. Madame, c'est pour vous dire que la sueur, les Congolais, ils ont déjà ça. Ils souffrent pour nouer les 2 bouts du mois. Alors ils n'ont pas besoin de d'autres sueurs qui leur seraient promises par les Congolais, par des opposants. S'agissant des solutions qui pourraient ne pas venir de l'étranger, ni des Nations Unies, ni de l'Orient, ni de l'Occident, s'il vous plaît, je ne veux pas rigoler. Mais est-ce que c'est nous qui avons écrit à Ban Ki-moon, c'est-à-dire les Nations Unies, pour lui demander de nous trouver des facilitateurs? C'est l'opposition, ça? Non, madame. Et Djinit, quand il est venu, c'est pour rencontrer tout le monde. Pourquoi on ne l'a pas rabroué? C'est l'un des opposants qui a réclamé ça à corps et à cri. Non, je vous dis, la solution ne viendra ni des Nations Unies, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Je suis en train de vous démontrer que la solution, d'après eux-mêmes, devrait venir des Nations Unies. OK? Parce que c'est là qu'ils se sont adressés. Personne, ils auraient pu refuser s'ils sont des souverains, des souverainistes, comme ils bombent les torses en le disant matin et soir. Ils auraient dû refuser. Mais quand ils font ça, ils sont interdits de faire des leçons. Interdits là-dessus. Alors, non, en réalité, les gens soufflent le chaud et le froid. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus s'ils doivent bomber les torses en disant toujours souverain, souverain. Et puis, finalement, parce que s'agissant même de cette histoire des solutions qui pourraient venir de l'extérieur, madame, je rappelle quand même à mon co-débatteur ici qu'à l'époque où nous exigions, nous, l'application de l'accord cadre et la résolution 2098, qui en son point 14b dit ceci, qu'il est donné mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo de, j'ouvre les guillemets, promouvoir le dialogue en vue de la réconciliation. Mais ce monsieur-là, il avait essayé, M. Kobler. Il avait été rabroué, et avec lui tous les autres ambassadeurs, avec un communiqué au vitriol. Justement, qui, vous au nom savez, de la souveraineté. Au nom de la souveraineté. Alors maintenant que ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, madame, et tout ce qu'on vous dit là, les jeunes, ils ont été consultés. Les jeunes à qui on a promis des bourses d'études qui ne viennent toujours pas. Les jeunes dont on veut voler le droit de vote aux élections, et ils ont été consultés, ils ont dit qu'ils vont venir aux consultations. Arrêtez de faire rire les gens, mais pour le reste, je vais vous dire que l'idée du président de la République n'est pas nouvelle. Parce qu'à l'issue des concertations, il avait déjà lancé l'idée selon laquelle il fallait réfléchir parce qu'il n'y aurait pas de moyens.
on avait habillé ça comme ça, que la CENI réfléchisse sur un mode d'élection, sur un système électoral qui puisse être moins coûteux. Et la CENI, annonçant le président de la République, a présenté son calendrier partiel où justement il était question qu'on ne vote plus les députés provinciaux, les députés nationaux et même le président de la République au suffrage universel direct, violant ainsi l'alinéa 2 de l'article 220 qui dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour objet de réduire des droits accordés aux Congolais et le droit d'élire directement son président, son député national, son député provincial, ce sont des droits constitutionnels et nous n'entendons pas avec vos histoires des votes électroniques dont écoutez. On va y arriver tout à l'heure. Le président de la République rejette-t-il l'idée de la médiation internationale? Madame, ici, j'ai l'obligation de dire la vérité au peuple congolais. Chacun a sa vérité. Hein. J'ai l'obligation de dire la vérité. La vérité au peuple est une congolais. construction sociale. Le président de la République, Joseph Kabila, chaque compatriote, voici ce qui s'est passé. Les présidents, les garants de la nation, les garants des institutions, les garants de la paix dans notre pays, a pris l'initiative de consulter tout le monde au sujet du processus électoral. Et voici ce que tout le monde avait proposé au président de la République. Les personnes consultées par le président de la République avaient sollicité un dialogue. Il s'est fait qu'on avait consulté tout le monde qui était au pays et on s'est dit, parce que tout le monde avait voulu d'un dialogue inclusif, on ne pouvait pas organiser un dialogue inclusif tout en oubliant l'UDPS. Madame, aujourd'hui dans l'opposition, on peut tout faire. Il n'y a pas un autre parti politique qui a déjà démontré plus que l'UDPS. Les récentes élections de 2011 l'ont démontré. Le président Tshisekedi était deuxième dans la course avec l'UDPS. Et même au Parlement, l'UDPS est la deuxième force. Il s'est fait que le président de l'UDPS n'était pas au pays. Vous oubliez cette opposition qui a organisé ces manifestations, pardonnez-moi, j'allais dire, ces émeutes, ces manifestations de janvier dernier. Madame, vous m'avez posé une question à laquelle je dois répondre. Je termine à répondre la première question, comme ça je viens à la deuxième question. Alors, il s'est fait que le président de l'UDPS, qui était deuxième avec beaucoup de pourcentage aux élections de 2011, ne se trouvait pas au pays, il s'est trouvé à l'étranger. Le président de la République, dans ses dispositions légendaires de pouvoir mettre tout le monde en table, il a dépêché les gens à aller voir le président de l'UDPS pour qu'il nous dise un mot par rapport à ce qu'il pense du procès électoral. Lui qui réclamait aussi les dialogues, il a accepté, mais il a conditionné cela par la présence d'un facilitateur. C'est pour que nous puissions dialoguer entre nous, mais que cela soit facilité par une personnalité indépendante, c'est-à-dire qui vient de la communauté internationale. Alors, c'est une demande d'un partenaire qui n'est pas le moindre. Mais le président de la République a dit, si c'est des prix à payer pour que nous puissions avancer dans la bonne direction afin de sauvegarder les acquis, il n'y a pas de problème. La preuve en est que lorsque le président de la République s'est prononcé, il n'a pas refusé l'idée d'un facilitateur international. Il a signé son ordonnance qui a été publiée et dans l'ordonnance, il avait réservé quelque part où il disait que dans les jours qui viennent, nous aurons un facilitateur international. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Il ne faudra pas qu'on impute au président de la République des propos qu'il n'a pas tenus ou qu'il n'a pas dit. Alors, je pense que la question des facilitateurs, c'est une demande de nos compatriotes de l'opposition, mais nous avions quand même estimé qu'entre nous, on pouvait se dire la vérité. Mais parce que c'est les prix à payer qui conditionnent nos partenaires qui ne sont pas les moindres, le président de la République, qui est garant, il n'a pas vu d'inconvénient à cela et il a laissé l'ouverture quant à cela. Par rapport au rapport de force, l'opposition, elle est plurielle. C'est vrai, il y a Étienne Tshisekedi qui est une grosse machine. Il y a aussi cette opposition, je le disais tout à l'heure, des manifestations de janvier. Il y a l'opposition de la place Sainte-Thérèse Ndjili. C'est des forces qu'il ne faut pas négliger. Vous pouvez parler de 1500 personnes qui étaient à Ndjili. Un dialogue inclusif. Vous parlez de 1500 personnes qui étaient à Ndjili, madame. Le vote électronique, M. Makelele, moins coûteux. Madame, le vote électronique. S'agissant de ce vote, d'abord vous avez relevé comment il n'est pas parvenu à sortir de sa contradiction. Le discours du président, il est contemporain par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Le discours du président, oui, maintenant, il vient de dire vous êtes déjà expliqué les solutions ne viendront plus de là. C'est-à-dire de là où il a pensé qu'ils viendraient. Voilà. Il faut que ce soit clair. 5 minutes, nous courons derrière le temps. Okay. Je pense qu'on doit définir maintenant, on doit donner maintenant la définition d'un facilitateur. Je ne vous ai pas interrompu. Alors, maintenant, pour ce qui est du vote, mais vous savez que, je vais vous apprendre une chose, vous savez qu'au Sénat, on avait déjà introduit ce vote électronique. Ça n'a pas marché.
Pourquoi? Ça n'a pas marché parce que c'est trop compliqué, les gens contestent, comment dirais-je, leur vote, etc., etc. Et vous savez combien de temps il faut mettre pour que ce vote soit, j'allais presque dire, exécuté dans le recoin de la République démocratique du Congo? Non, ça c'est encore des subterfuges, des manœuvres pour faire en sorte que les choses ne marchent pas. Une fois que vous tombez là-dedans, on va vous amener des sociétés qui vont faire des simulations et puis finalement, jusqu'à ce que décembre 2016 soit passé. Madame, nous ne tomberons pas dans ce panneau-là. Si ils ont déjà beaucoup de gros poissons. Ils ont Steve Mbikai, Bitakwira, ils ont Rouberois, ils ont Zaïd Ngoma et consorts. C'est déjà du bon monde. Alors, parce que, à ce que je sache, l'UDPS même ne veut même plus de vous, de votre dialogue. En tout cas, parce que Félix Tshisekedi tant que vous l'aurez, oui, mais tant que vous l'aurez convoqué, je l'avais dit sur d'autres médias. C'est le président Kabila qui, par nationalisme ou souverainisme, il va vous convoquer ça. C'est-à-dire tout le contraire de ce que pourrait souhaiter l'UDPS. Et donc, tant que ce sera ça, parce que l'ordonnance, à moins de se faire harakiri, l'ordonnance des convocations a déjà eu lieu. Alors, l'UDPS ne viendra pas, mais ils auront du bon monde. Donc, moi, pour tout ce qui est vote, système électoral, d'ailleurs, ils ne s'en cachent plus, madame. Ils ne s'en cachent plus. Ils veulent un mode d'élection qui leur permette de rester au pouvoir et donc de faire en sorte que tout ce qui est changement ne vienne pas. Et je termine en disant, s'agissant du sang des Congolais, il faut qu'on aille d'abord cicatriser le sang de nos frères à Béni avant de parler de sang de ceux qui n'ont donné aucune promesse quant à ceux. Il ne faut même pas penser au vote électronique, selon l'opposition, c'est un piège à rats. Bon, c'est un point de vue, c'est un point de vue de l'opposition qui, le président de la République a proposé une réflexion et je pense que les études seront menées pour voir la faisabilité, si c'est possible ou pas. Et je pense que pour moi, c'est intéressant qu'on inscrive ces points-là même à l'ordre de jour au niveau du dialogue. Mais je voulais dire quand même une chose, madame. Je vais dire à l'honorable Jolino Makelele que nous devons fournir tous des efforts pour de temps en temps rendre la vérité au peuple congolais. Je pense pas. L'appel au dialogue, vous l'avez déjà lancé. J'avais une question. Félix Tshisekedi était sur l'île de Gorée à Dakar. Félix Tshisekedi de l'UDPS, sur qui vous comptez justement pour construire ce dialogue. Vous l'avez pris comment? Madame, nous comptons sur l'UDPS comme personne morale et non pas l'UDPS comme personne physique. Monsieur Félix Tshisekedi, il est secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS. Libre à lui de faire tous ces mouvements. Mais nous avons parlé de l'UDPS comme personne morale qui était la deuxième formation politique après les élections de 2011. Alors, il peut aller où il veut, ça n'engage que lui. Nous, on s'en tient au contact formel. Il y a des sons discordants. Il y a des sons discordants qui proviennent de l'UDPS. Nous, on s'en tient à l'UDPS comme personne morale qui est dirigée par le président national Tshisekedi Mulumba. Je ne sais pas si M. Jolino Makelele est devenu porte-parole de l'UDPS, mais je m'en tiens quand même au contact formel qu'il y a entre l'UDPS et au récent communiqué de l'UDPS. L'UDPS n'a pas boycotté les dialogues, l'UDPS attend la désignation d'un facilitateur international pour que nous puissions nous retrouver dans les dialogues. C'est autre chose. Mais M. Jolino Makelele, vous devez aussi dire à la population que vous avez été élu en 2007. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Ça fait pratiquement plus de 8 ans que vous êtes... En 2006, ça fait pratiquement plus de 8 ans que vous êtes député provincial. C'est aussi un glissement. Et pourquoi vous êtes là? Vous n'avez pas démissionné pour faciliter la tâche et faire évoluer les choses. C'est tout simplement parce que les réalités ont fait que on ne pouvait pas organiser des élections locales, mais vous êtes là. Sinon, vous allez dire que non, nous, on ne veut pas aller au-delà parce que c'est anticonstitutionnel. La Constitution parle d'un mandat de 5 ans. Vous avez fait plus de 5 ans. Nous disons que tout ça, ça doit aussi être réglé au niveau du dialogue. Il y a d'autres personnes aussi qui estiment qu'ils ont des capacités, des compétences. Peut-être à l'époque où vous étiez candidat, ils n'avaient pas encore atteint l'âge d'être aussi candidat. Et maintenant, ils ont atteint l'âge d'être candidat. Et ils veulent aussi postuler comme vous. Je pense que vous devez quand même être modeste et accepter de venir dialoguer avec les autres. En face des autres, il ne faudra pas vouloir écraser les faibles. Ok, il faut un coup de jeune sur les assemblées et tout le reste. Monsieur Makelele, tranquille, vous êtes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis quoi, 8 ans? Madame, je vais tordre le cou. 8 ans, 9 ans mettons même 10 ans ou 15 ans, c'est grave. Madame, je vais tordre le cou. C'est tranquille. Je vais tordre le cou définitivement à cet argumentaire. Suivez-moi, chers téléspectateurs. La différence, elle est énorme. La Constitution prévoit certes que les députés provinciaux, comme les députés nationaux, comme les sénateurs, ont un mandat de 5 ans. Et ils quittent leur fonction à l'entrée en fonction de nouveaux députés provinciaux ou des députés nationaux ou même des sénateurs.
Madame, est-ce que c'est l'opposition qui a empêché l'organisation des élections des députés provinciaux après 2011 ? Ils vont nous dire encore que c'est l'opposition. C'est eux, ils n'ont pas voulu, pour des raisons qui leur sont propres. Et deuxièmement, la différence, elle est de taille entre l'élection du président de la République et celle des députés provinciaux ou des sénateurs. Là, c'est la seule élection qui soit assortie d'un délai d'érimement, madame. C'est-à-dire qu'aucune autre élection provinciale des députés nationaux n'est assortie de délai d'érimement. La Constitution, et c'est l'esprit de San Suu Kyi, parce qu'on savait que le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions, on a dit, pour lui, non seulement il attendra l'élection de son successeur, mais cette élection doit impérativement, le scrutin par rapport à ça, doit impérativement être organisé dans les 90 jours précédant la fin de son mandat. Ce qui n'est pas le cas pour les députés provinciaux ni pour les députés nationaux. Il n'y a aucune autre démonstration en droit qui peut aller à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Donc, comme dirait mon ami Dahomey, à connaît pas à demander. Alors, c'est plus un problème moral que juridique. Mais madame, c'est le droit d'abord, c'est la Constitution. La différence entre eux et nous, c'est que nous sommes des républicains, c'est-à-dire les textes sont au-dessus de nous, au-dessus de tout le monde, y compris le président de la République. Nous le considérons comme tel. Une conclusion, M. Kadima, on a terminé, il ne reste que 30 secondes. Non, je voulais tout simplement dire que, jusqu'à preuve du contraire, les dialogues restent la seule voie qui peut nous aider à sauver notre pays, à sauver nos institutions, parce que M. Jovenel Makelo l'a dit, la Constitution dispose que les institutions restent en place jusqu'au remplacement des autres. On n'a pas dit qu'il faut forcément que ce soit telle ou telle autre institution. On a parlé des institutions d'une manière générale. Et les élections pour les 5 ans, vous avez vu qu'il a eu du mal à vouloir justifier cela. Il a cherché des tournures, mais tout en se contredisant, il n'a pas pu justifier cela. Je pense, chers compatriotes, que les dialogues restent la seule voie idéale pour que nous puissions résoudre nos problèmes, afin qu'il n'y ait pas de sang des Congolais. On n'en finira jamais. Une toute petite conclusion comme ça, M. Makelele, et on termine. Je dis, peuple congolais, tenez bon. Nous avons eu des morts avant San Suu Kyi et nous avons tenu à ce que ce sang-là n'ait point pu couler pour rien. On a eu encore du sang en janvier. Il ne faut pas que ce sang, en novembre 2011 et en janvier 2015, ce sang-là ne doit pas avoir coulé pour rien. S'il a coulé, c'est pour que cette constitution-là puisse exister et puisse nous régir tous, quels que soient les niveaux de nos responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous, par respect à cette constitution, nous, UNC, nous, Dynamique de l'opposition, nous n'irons pas à ce dialogue piège. Ainsi se termine ce débriefing. Serge Kadima, communicant du PPRD de la majorité présidentielle. David Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, le parti de Vital Kamerhe. Il est député provincial de la ville de Kinshasa. Nous avons décrypté cet état de la nation dressé par le président de la République et la majorité qui a du mal à taire les critiques. On ne sait pas si la fronde est calmée. On est allé également voir ce qui s'est réellement passé sur l'île de Gorée, près de Dakar au Sénégal. C'était une conférence sur les défis et enjeux des processus en Afrique subsaharienne organisée par la fondation allemande Konrad Adenauer. Et réaction parmi les membres de la majorité, certains ont crié à l'endoctrinement et d'autres encore à la conspiration. J'imagine que vous y avez vu un peu plus clair avec les explications de l'un et de l'autre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de débriefing. Entre-temps, demain, 7h15, c'est la rediffusion.